Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce septième webinaire des rendez-vous agri-urbains 2024-2025. Ces séminaires sont rendus possibles grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, et de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet clé pour le développement de l'agriculture urbaine, les serres communautaires au Québec. On va voir comment mieux comprendre les investissements nécessaires à ces infrastructures et les retombées qu'elles peuvent générer. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Coralie Gaudreault, nutritionniste et professionnelle de recherche à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Elle va présenter un portrait détaillé des caractéristiques des serres communautaires du Québec ainsi que des recommandations techniques et financières pour assurer leur pérennité. À noter que tous nos webinaires sont disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube et que l'enregistrement d'aujourd'hui sortira d'ici la semaine prochaine. Nous prévoyons une période de questions à la fin de la représentation ainsi qu'un petit sondage de satisfaction, donc n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de discussion pour que l'on puisse y répondre plus tard. Merci à tous de participer. Je donne maintenant la parole à Coralie pour débuter la conférence. Oui, merci beaucoup pour la présentation puis pour l'invitation aussi. Ça fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler là, de un rapport qu'on a fait. Là, en fait, je vais présenter là, un rapport qu'on a réalisé qui a pour titre Les serres communautaires au Québec, un guide pour démystifier les investissements requis et les retombées. Euh, je vais juste être certaine si vous voyez bien mon partage d'écran. Je vais juste le refaire. Je pense que j'ai pas pris le bon mode. Donc, je pense que là, vous voyez juste la présentation. Donc, tout est bon. On voit bien, merci. Super, parfait, merci beaucoup. Donc, c'est ça, c'est un rapport en fait qu'on a publié en juin 2023, qui était réalisé là, dans le cadre d'un projet qui a été financé par le Conseil des recherches en sciences humaines, puis qui est dirigé là, par Laurence Guillaumy, qui est professeur-chercheur à l'Université Laval. Pour vous mettre en contexte là, de ce qui a mené à la réalisation du rapport, en fait, là, on se rappelle que les taux d'insécurité alimentaire là, en 2022 étaient de 15,7 Les taux là, à pré-pandémie, là, donc en 2019, étaient de 11. Donc, on voit quand même qu'il y a eu une augmentation là, dans les dernières années. Et parallèlement à ça, là, on voit aussi un intérêt grandissant pour la promotion de l'autonomie alimentaire, l'agriculture de proximité, puis l'approvisionnement hivernal. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que les serres communautaires sont vraiment envisagées au Québec comme une solution potentielle puis prometteuse là, pour favoriser l'alimentation locale et durable. Par contre, on voit qu'il y a plusieurs études qui ont été faites là, pour documenter le fonctionnement des serres communautaires, mais ce qu'on observe, c'est que les données sont quand même éclatées, sont dispersées dans plusieurs rapports là, qui peuvent être difficiles à chercher. Donc, c'est difficile là, de vraiment utiliser toutes ces données-là pour vraiment venir guider précisément là, les décisions par rapport au démarrage des serres communautaires. Donc, le but du rapport, en fait, c'était de un peu se démêler là, dans tout ça. Il y a quand même plusieurs initiatives là, de serres communautaires là, au Québec. On peut penser, là, entre autres, aux serres Émilie de Witt du quartier Nourricier de Sainte-Marie. On voit aussi des initiatives au niveau des municipalités, comme les serres communautaires du Lac-Supérieur et Montcalm, qui était à la base là, une initiative de Bourg-Florentienne. On voit aussi les serres du Dos-Blanc, là, qui ont plus adopté un modèle de coopérative. Et on voit aussi des initiatives là, en milieu scolaire. On peut penser au Jardin des Patriotes dès l'école Louis-Joseph Papineau, qui est, oui, une initiative en milieu scolaire, mais qui a quand même un certain volet communautaire parce que les récoltes là, vont être vendues à un marché solidaire du quartier. Donc, juste pour s'assurer qu'on a un langage commun, là, moi, dans ma présentation, je vais utiliser le terme serre communautaire. C'est le terme aussi qu'on a utilisé là, majoritairement dans le rapport. Mais c'est vraiment pour alléger, là, parce qu'en fait, en théorie, là, on distingue deux modèles, donc les serres collectives où les membres contribuent ensemble aux activités de jardinage et ils vont se répartir les récoltes là, de manière égale. Et les serres communautaires, là, où les surfaces cultivables vont être divisées en parcelles, ils peuvent être loués à des individus, des familles, des organismes. Et parfois aussi, ça vient là, avec certaines tâches là, plus communes là, à réaliser au niveau d'entretien de la serre. Ce qu'on observait aussi, c'est que souvent les serres communautaires vont être associées à un jardin collectif ou un jardin communautaire qui était déjà en place. Encore là, dans l'idée là, d'avoir un langage commun, là, nous, ce qu'on a relevé comme principaux types d'abris dans les documents qu'on a recensés, c'est les tunnels et les serres, mais il y a différents types d'abris, là, mais c'est les principaux qu'on a vus qui étaient utilisés au niveau des initiatives de serres communautaires.
Donc, au niveau des tunnels, c'est ce qu'on voit là, dans l'image en haut à droite là, dans ma présentation. Ça va vraiment être une structure sans ancrage permanent qui est recouverte d'une couche de plastique. Puis, c'est des structures qui sont généralement non chauffées au Québec. Dans les articles qu'on a vus là, aux États-Unis, parfois, elles étaient chauffées, mais au Québec, là, en ce moment, généralement, elles ne le sont pas. Sinon, au niveau des serres, là, c'est vraiment ce qu'on a en tête le plus quand on pense à une serre. Donc, c'est l'image en bas à droite. Donc là, ça va vraiment être une structure qui est permanente en métal ou en bois, avec des panneaux de vitre ou de polymère qui peuvent être simples ou doubles. Puis, c'est des structures là, qui peuvent accueillir des systèmes de chauffage et qui peuvent aussi accueillir un système de gestion automatisé du climat là, pour contrôler certains paramètres comme la température, l'humidité ou le CO2. Quand on regarde la littérature plus en anglais par rapport au tunnel, là, on va voir les termes low tunnel ou up house, puis par rapport au serre, là, ça va plus être greenhouse qu'on voit là, comme terme. Donc, le but du rapport puis de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment de dresser un portrait des caractéristiques des serres communautaires et les recommandations qui sont émises là, au plan technique, financier et communautaire pour vraiment assurer un fonctionnement optimal. Donc, plus spécifiquement, là, on visait à répondre à 3 questions. Donc, quels sont les types de serres recommandés pour les serres communautaires? Quels sont les investissements et les rendements associés à ce type de serre? Puis, quels sont les avantages pour les communautés de promouvoir les serres communautaires? Je vais passer rapidement sur la méthodologie, mais juste pour vous donner une idée, là, en fait, les données, nous, ils proviennent de 2 sources de données. Donc, d'un côté, on a fait une recension de la littérature. On a utilisé la littérature grise, donc des documents qui sont publiés par des organisations ou des guides méthodologiques, par exemple. On a également utilisé la littérature académique, donc là, on parle vraiment d'articles scientifiques publiés dans des journaux scientifiques ou des thèses de doctorat, des maîtrises, des mémoires de maîtrise. Donc, on a pris la documentation qui était publiée sur les serres communautaires au Québec ou dans des climats similaires à celui du Québec. Puis, on a fait une recherche par mots-clés dans différentes bases de données pour pouvoir extraire là, les documents. Et ensuite, les données qui étaient extraites des documents, c'était certaines caractéristiques descriptives par rapport aux documents, puis les caractéristiques et les recommandations là, au plan technique, financier et communautaire. Ensuite, on a aussi fait des entretiens individuels semi-dirigés avec des coordonnatrices de serres communautaires ou des producteurs en serres commerciales à petite échelle au Québec. On a rencontré des producteurs, en fait, pour venir pour venir compléter les données, là, en fait, là, qu'on avait de la revue de littérature et des entretiens. Donc, le but, c'était vraiment de venir documenter leur expérience et leurs recommandations par rapport au démarrage de serre. Puis, les entretiens ont été faits là, dans le but de valider les données de la recension de la littérature. Comme on n'avait pas inclus uniquement des documents qui provenaient du Québec, on voulait s'assurer là, quand même que les données soient représentatives du contexte du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est allé faire des entretiens là, pour venir valider tout ça. Donc, suite à cette méthodologie, là, en fait, il y a 18 documents en tout là, qui ont été tirés de la littérature grise. C'était principalement des documents, des guides méthodologiques qui étaient publiés après 2020. Donc, la littérature était quand même assez récente là, sur le sujet. Euh, il y a 14 documents qui ont été tirés de la littérature académique, donc des articles scientifiques qui étaient publiés en 2015 et 2020. Puis, autant là, pour la littérature grise que pour la littérature académique, c'était les serres là, qui étaient le plus souvent utilisées là, dans les initiatives. Ensuite, là, on a rencontré aussi, on a fait 6 entretiens. Là, comme je mentionnais, c'est un petit nombre, mais c'était seulement pour venir valider les données. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, la moitié, je dirais, des serres administrées par un OBNL. C'était des initiatives qui étaient implantées depuis moins de 3 ans. Puis, encore une fois, là, c'était les serres qui étaient le type d'abri le plus utilisé. Parfait. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, au niveau technique, là, il y a vraiment plusieurs recommandations là, qui ont été recensées. Ce qui était vraiment suggéré, là, autant dans la littérature que dans les entretiens, c'était vraiment de commencer par un plus petit projet avant de s'investir là, dans un projet plus avec un plus gros projet qui va demander plus de connaissances techniques, puis plus de sous, en fait. C'est pour ça qu'il était recommandé là, de considérer d'abord des techniques simples et peu coûteuses pour allonger la saison de production. Donc, la forme la plus simple là, à ce niveau-là, c'est d'utiliser des cloches protectrices, qui est simplement là, de couper une bouteille de plastique en deux qu'on place sur les plants en début de saison pour les protéger. Et ça permet quand même d'augmenter un peu le rendement
pour des coûts très faibles. Au niveau de ces techniques simples aussi, ce qui peut être envisagé, c'est des mini-tunnels. C'est ce qu'on voit là, dans l'image de la diapositive. Donc, c'est vraiment un format, un plus petit format là, d'une serre tunnel. Donc, c'est intéressant de commencer par ces techniques simples de production parce que ça nous permet quand même de déjà se familiariser un peu avec les techniques de production en serre, mais avec un coût d'investissement plus faible, puis en ayant quand même un rendement intéressant. Donc, c'était une suggestion qui était faite à ce niveau-là. Sinon, les serres tunnels ont aussi été relevés là, comme un modèle intéressant là, pour les serres communautaires parce que ça permet quand même de prolonger la saison de production là, encore plus que les techniques simples que je mentionnais plus tôt, mais avec un plus faible investissement. Ensuite, les serres ont été soulevées comme un modèle intéressant pour les serres communautaires. Par contre, c'est important à ce moment-là de planifier rigoureusement là, les différentes caractéristiques techniques. Donc, de bien planifier selon l'objectif de notre projet, les matériaux, la superficie, si on accueille un système de chauffage, si on a un système de gestion automatisée du climat, puis aussi de bien planifier là, les techniques de culture qu'on va utiliser, puis les types de culture aussi, là, ben, les espèces qu'on va implanter dans la serre. C'est des choix qui vont venir influencer l'investissement initial et les coûts d'exploitation annuels. Les coûts d'exploitation annuels, là, c'est souvent où il y avait plus de difficultés. Donc, c'est des choix qui sont c'est important de bien planifier ces caractéristiques-là parce que ça va influencer là, ces investissements, ces coûts, mais aussi le rendement là, en récolte. Donc, au niveau du rendement, là, justement, il faut savoir que les estimés varient énormément là, parce que le rendement va être beaucoup influencé par le type de structure, si on a un système de chauffage, le type de culture aussi qui est utilisé. Ce qu'on voyait comme tendance, là, il y a peu de données en contexte communautaire, mais on voyait des rendements plus faibles et variables, donc un 2 à 4 kg par mètre carré là, pour des initiatives communautaires. J'ai mis dans le tableau à droite là, des estimés de ce qu'on peut obtenir dans un contexte maraîcher biologique commercial de petite surface là, pour donner une idée. Si on voit avec une serre avec un abri là, de type tunnel, donc qui a un investissement de 22 par mètre carré, on peut obtenir jusqu'à 8 à 15 kg par mètre carré en tomates et 5 à 6 kg par mètre carré en poivron. Si on va ensuite là, pour un abri de type serre, là, qui à ce moment-là a un 99 par mètre carré là, d'investissement initial, on peut obtenir jusqu'à 20 à 30 kg par mètre carré en tomates et un 7 à 10 kg par mètre carré en poivron. Donc, c'est ça, c'est des données en milieu plus commercial, mais on les mettait pour donner une idée, puis ça soulève quand même, en fait, que ça prend une organisation assez professionnelle là, des applis de type serre si on veut avoir un rendement intéressant. Là. J'ai fait un résumé des caractéristiques techniques, mais dans le rapport, là, je vais vous mettre le lien à la fin. Là, il y a vraiment, on a vraiment détaillé différentes tendances, différentes recommandations là, au plan technique. Au niveau des matériaux qui peuvent être utilisés, au niveau de ce qu'on voit là, au niveau concernant la taille, la superficie, aussi des recommandations par rapport aux différents types de cultures qui peuvent être utilisés, au niveau des types au niveau des techniques et au niveau des types de culture, puis au niveau des rendements possibles, puis aussi différentes recommandations là, pour pallier certains défis techniques là, qui peuvent survenir au cours du projet. Donc, tout ça va être vraiment bien détaillé dans le rapport. Au niveau financier, il faut savoir qu'on distingue deux types de coûts. Donc, d'un côté, il y a les coûts des investissements initiaux. Donc, ça, c'est des coûts qui peuvent inclure la construction, la structure, les équipements. C'est des coûts qui sont généralement plus faibles pour les abris de type tunnel et plus élevés quand on parle d'une serre de 4 saisons. C'est des coûts qui vont aussi varier selon l'emplacement. Donc, si la serre est au sol ou sur un toit par rapport à sa situation géographique, là, donc milieu urbain par rapport à un milieu rural ou plus en communauté éloignée. Et ça va varier aussi selon le niveau de technologie. Donc, si on a un système de chauffage, si on a un système de gestion automatisé du climat. Donc, ensuite, le deuxième type de coûts à considérer, c'est les coûts annuels d'exploitation. Donc, c'est des coûts qui peuvent inclure la main-d'œuvre, le matériel, l'électricité, le transport des récoltes aussi, là, si par exemple les récoltes sont vendues dans certains points de vente ou si on les apporte à des restaurants, par exemple. Il faut aussi considérer le coût du loyer. C'est des coûts qui vont varier selon le modèle d'affaires, selon les subventions, selon aussi si on décide de rémunérer la main-d'œuvre et selon l'ampleur de la contribution des bénévoles. Ce
qu'on a observé, en fait, c'est que la difficulté, c'est pas vraiment au niveau des coûts des investissements initiaux, parce qu'il y avait généralement une subvention à ce niveau-là là, dans les initiatives au Québec qu'on a rencontrées. Par contre, c'est les coûts annuels d'exploitation là, qui sont plus difficiles à anticiper, puis à assumer aussi là, éventuellement dans le projet. Donc, c'est important de vraiment bien planifier là, ces coûts au départ si on veut de s'assurer d'avoir un projet là, qui est bien ancré, qui continue là, aussi là, dans le temps. Ensuite, là, c'est pas la vocation première des cercles communautaires généralement de générer des ventes. Par contre, on voyait quand même des tendances à ce niveau-là. On voyait qu'il y avait certains revenus qui pouvaient être retirés des ventes, des semis ou des récoltes. C'est des revenus qui variaient toutefois selon la forme juridique qui était adoptée. Donc, ce qu'on voyait en fait, c'est autant des cercles qui étaient administrés par des OBNL, on voyait aussi le modèle de coopérative, où on a vu aussi comme modèle là, des cercles commerciaux qui avaient une certaine vocation communautaire. Au niveau, là, en contexte communautaire, là, on avait peu de données par rapport aux revenus qui pouvaient être retirés là, des ventes, des semis et des récoltes. Ce qu'on voyait comme tendance, c'était des revenus annuels assez modestes, là, par exemple, un 10 par mètre carré. Puis, généralement, c'était surtout fait seulement pour assurer les coûts annuels d'exploitation ou contribuer du moins là, aux coûts annuels d'exploitation. Donc, c'était une forme d'autofinancement, en fait, là, de venir vendre les semis ou les récoltes. À titre de comparaison, là, en contexte commercial de petite surface, on peut obtenir un 15 par mètre carré pour les tomates hybrides et un 54 par mètre carré pour les poivrons. Alors qu'en serre, là, on peut obtenir un 32 par mètre carré pour les tomates hybrides et un 78 par mètre carré pour les poivrons. Donc, encore une fois, là, comme pour les caractéristiques techniques, là, le rapport là, va vraiment davantage détailler là, toutes les recommandations au niveau financier. Donc, on a recensé là, les tendances par rapport aux investissements initiaux qui sont à prendre en compte, par rapport aux coûts d'exploitation annuels, par rapport aux différentes formes juridiques qui sont possibles pour l'entreprise. Des tendances aussi par rapport à qu'on peut obtenir là, au niveau des ventes des récoltes et ce qui était fait généralement aussi au niveau des formes de financement là, de la serre. Donc, au plan communautaire, là, ce que je trouvais intéressant dans les entretiens, c'était que les initiatives communautaires rencontrées là, mentionnaient que c'était vraiment les avantages au plan communautaire là, qui étaient très importants pour eux. Il y en avait plusieurs qui étaient recensés. Donc, au niveau des communautés autochtones, là, dans la littérature, là, les bénéfices sont vraiment fortement documentés. Donc, c'est des initiatives qui permettent de reprendre le contrôle sur le système alimentaire. Ça permet aussi de diminuer la dépendance aux importations, de diminuer les coûts monétaires et environnementaux liés au transport des aliments, surtout pour les communautés qui sont plus éloignées ou en milieu forestier, par exemple. Et ça permet aussi de s'adapter au changement climatique, puis d'améliorer l'accès à des aliments nutritifs. Il y a aussi des bénéfices au niveau humain, donc ça permet de favoriser le sentiment d'engagement, de fierté et aussi de la santé physique et mentale. Au niveau éducatif aussi, les cercles communautaires peuvent être une occasion intéressante là, pour éduquer par rapport à la saisonnalité des aliments, puis pour développer des compétences en jardinage. Au niveau communautaire, là, les serres, ils permettent de favoriser la création de liens sociaux, ça crée des liens aussi entre les générations, puis ça favorise le sentiment de capacité communautaire. Et finalement, les serres communautaires, elles permettent aussi de favoriser le développement local. Donc, ça permet de se réapproprier un lieu qui était non utilisé. Ça crée aussi des emplois au niveau local, puis ça peut favoriser la réinsertion sociale. Finalement, il y a des bénéfices au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, elles permettent d'assurer une production locale accessible, puis ça prolonge la saison de production. Donc, je me répète, là, mais au niveau des caractéristiques communautaires, tout va être bien détaillé dans le rapport. Donc, on a des recommandations là, par rapport à l'acquisition et la gestion de la main-d'œuvre, qui était un aspect qui peut être une certaine barrière là, au fonctionnement de la serre. On a aussi recensé là, des tendances par rapport à différentes activités qui peuvent être faites là, en plus des activités de la serre et par rapport à la mesure de la satisfaction là, à l'égard du projet, qui est vraiment un aspect important du projet là, pour s'assurer que la serre est vraiment bien ancrée dans la communauté, que la population connaisse bien le projet et se l'approprie. Donc, au niveau des messages clés du rapport, on peut en soulever là, que les serres, elles permettent d'offrir un meilleur rendement à l'année, et ça dans un espace limité, malgré les saisons variables et les printemps difficiles.
Les serres communautaires sont aussi intéressantes pour répartir la charge de travail et la production sur une période plus longue. Donc, ça peut laisser plus d'occasions là, pour offrir des pauses, des vacances aux bénévoles et éviter là, leur essoufflement. Le rapport soulève que les aspects techniques, c'est vraiment une barrière importante au démarrage, mais aussi au fonctionnement des serres, là, comme il peut y avoir des défis qui surviennent tout au long du projet. Donc, ça requiert vraiment une expertise importante. Donc, c'est important de bien se former en amont du projet, mais aussi d'impliquer des maraîchers à proximité là, pour avoir une certaine expertise technique disponible là, si on rencontre des défis là, en cours de projet. Le montage financier a été aussi soulevé comme un enjeu vraiment central. Donc, c'est important de bien anticiper les coûts d'exploitation, de combiner aussi plusieurs sources de financement là, pour s'assurer d'assumer ces coûts d'exploitation annuels. C'est important aussi là, de faciliter l'accès au financement, sinon on voit vraiment une démobilisation puis un roulement des expertises des personnes impliquées au sein du projet. Euh, donc, à ce niveau-là aussi, d'assurer la qualité, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, ça a vraiment été identifié comme un facteur des succès des initiatives. Donc, c'est important de mettre des conditions en place pour favoriser l'attractivité là, et la rétention des employés dans l'initiative. C'est important aussi de bien communiquer le projet auprès de la population, puis d'assurer la participation des bénévoles dans leur capacité, encore une fois, pour éviter leur essoufflement. C'est important aussi de reconnaître la participation des bénévoles, leur contribution au projet. Donc, on peut à ce moment-là organiser des rencontres mensuelles pour échanger, se rassembler, mais vraiment aussi dans l'optique de co-construire le projet avec les bénévoles pour qu'ils soient vraiment impliqués là, au sein du projet. Finalement, le rapport les souligne vraiment plusieurs avantages sur le plan communautaire. Donc, les serres, elles permettent là, d'offrir un lieu de socialisation, d'éducation, de plaisir, de bien-être, mais elles favorisent aussi l'accès à des aliments nutritifs. Ce que le rapport a soulevé aussi, c'est qu'une chose qui est souvent peu faite, c'est d'assurer la documentation puis l'évaluation en continu du projet. Pourtant, ce serait un élément important à mettre en place pour vraiment s'assurer que le projet corresponde bien aux besoins de la population, des bénévoles aussi. Un autre aspect qui était généralement peu réalisé, c'était vraiment d'inclure les populations qui sont plus vulnérables, plus isolées, puis qui utilisent peu les ressources communautaires. Un autre aspect là, qui a été souligné par le rapport, c'est que les facteurs de succès à considérer pour le projet, ils vont varier selon son orientation. Donc, c'est important de bien déterminer à l'avance l'orientation qu'on souhaite pour le projet. Donc, par exemple, si on oriente le projet plus vers les impacts sociaux, si on veut, par exemple, là, vraiment favoriser la réinsertion sociale ou la création de liens entre les bénévoles, ça va être important d'avoir une personne qui est présente à temps plein et à long terme là, dans le projet pour vraiment favoriser la création de liens entre les bénévoles. Ça va être important aussi à ce moment-là, si on s'oriente plus vers les liens sociaux, d'offrir des activités puis de l'animation en combinaison des activités de la serre. Par contre, ça va être important de combiner différentes stratégies de financement parce qu'on ne pourra pas à ce moment-là uniquement là, reposer sur les rendements financiers là, pour assumer les coûts d'exploitation de la serre. Ensuite, si on s'oriente plus vers le rendement, par exemple par récolte ou le rendement financier, ben là, ça va être vraiment important, encore une fois, d'avoir une personne en temps plein, mais qui va vraiment avoir une expertise importante là, qui va pouvoir pallier aux différents défis techniques là, et assurer là, un bon rendement pour la serre. Puis c'est important aussi à ce moment-là de se préparer et de se former suffisamment avant de commencer le projet. Donc, en conclusion, les serres communautaires, au niveau technique, là, elles contribuent à augmenter la capacité de production maraîchère, à étendre la saison de production, puis à assurer un rendement intéressant, même si le climat peut être parfois défavorable. Au niveau financier, les serres communautaires nécessitent de combiner plusieurs stratégies de financement complémentaires. Donc, oui, reposer sur les subventions, mais aussi d'avoir d'autres stratégies, là, par exemple des collectes de fonds, la vente de produits ou la tenue d'activités qui pourraient être payantes là, pour financer le projet. Ensuite, au niveau communautaire, ce qu'on voyait, c'était que les serres communautaires, il y avait des défis quand même assez similaires par rapport aux jardins communautaires, puis ça appelait aussi des leviers similaires. Donc, vraiment d'avoir une bonne communication du projet, de bien mobiliser la communauté et d'avoir du financement là, pour le recrutement. Puis, au niveau communautaire aussi, le rapport a souligné que les serres contribuent à assurer une consommation de légumes produits localement. Donc, au final, là, les serres communautaires, elles sont intéressantes, mais si on a une bonne mobilisation des compétences, des compétences et des expertises techniques, si on a un engagement des bailleurs de fonds dans la durée, puis si on a une bonne mobilisation là, communautaire et des bénévoles.
Et avant de finir, je voulais juste souligner les limites, mais aussi les forces là, du rapport. Donc, au niveau des limites, là, il y avait peu de documentation sur les cercles communautaires, du moins au moment où on a réalisé là, le rapport. Donc, on a aussi inclus des documents qui portaient sur des cercles commerciaux à petite échelle dans le but de compléter les données. On a aussi inclus des documents qui décrivaient des initiatives réalisées pas au Québec, mais dans des climats similaires. Par contre, là, même si le climat est similaire, les subventions, le contexte politique là, n'est pas nécessairement le même. On manquait aussi de données quantitatives là, précises sur les coûts, les rendements, puis sur les contributions sociales aussi, on avait des données plus qualitatives, mais rien en chiffres là, pour vraiment les démontrer. Euh, donc, par contre, au niveau des forces, là, le projet, le rapport, là, il permet quand même d'offrir aux décideurs ou aux parties prenantes là, un portrait des caractéristiques des cercles communautaires puis des recommandations pour assurer un fonctionnement optimal. Puis, le rapport peut quand même être utilisé aussi en complémentarité à d'autres ressources qui ont été publiées par des organismes québécois. Donc, je t'en ai mis ici, là, donc on a les initiatives évidemment de OLAB, du CRETO. On a aussi là, les projets, le projet Communautaire qui est dirigé par Nathan McClintock, là, qui était co-auteur sur le rapport. On a aussi beaucoup de documentation là, du CETAB, là, dont certains documents là, qui ont été rédigés par Charlotte Gillard-Laliberté, qui était aussi co-auteur là, sur notre rapport. Voilà, j'ai mis ici, puis si vous voulez faire une capture d'écran ou prendre une photo, ou c'est le lien du rapport, là, vous pouvez aussi juste écrire Laurence Guillaumy, Faculté des sciences infirmières sur Google, puis dans la section de documentation de son site, là, il va avoir le rapport, il y a une version résumée si vous ne voulez pas vous embarquer dans une lecture trop longue, puis le rapport complet aussi est disponible. Donc, merci.